France Bleu Poitou, côté expert. Chiens ou chats, ils sont nombreux à partager notre vie. Plus de la moitié des Français ont au moins un animal de compagnie. Notre quotidien est le leur quotidien est le nôtre, mais le percevons-nous de la même manière? Pas sûr. Comme nous, ils ont des émotions et ce qui peut nous paraître à nous, humains, anodin, est en fait un vrai événement pour eux. Tout propriétaire a au moins une fois constaté une réaction de stress chez son loulou, sans forcément comprendre pourquoi. Comment apprendre à nos animaux à gérer leurs émotions? 05 49 60 20 20, 05 49 60 20 20 pour poser vos questions ou témoigner sur France Bleu Poitou. Bonjour Olivier Lotte. Bonjour Catherine. Vous êtes comportementaliste canin, mais ça ne va pas nous empêcher de parler de chat, on est d'accord? Oui, d'accord. Je le précisais donc il y a quelques secondes, nos animaux de compagnie ont des émotions. Sont-elles les mêmes que pour les humains? Alors, est-ce qu'elles ont exactement les mêmes? On n'en a pas la certitude. On sait que les animaux ont des émotions, ça c'est une évidence. Ça fait plus débat du tout aujourd'hui. Clairement, une émotion, c'est votre survie dans le monde animal. Donc, tous les animaux, sans exception, vivent des émotions. Les plus courantes? La peur, oui. La joie, la colère. Les basiques. Oui. Voilà. Les émotions des chats sont-elles les mêmes que chez les chiens? Oui, a priori, je dirais que oui. De toute façon, enfin, il est clair que tous les propriétaires de chiens, de chats, aujourd'hui, se posent pas la question et vivent au quotidien les émotions de leur animal. Voire les fétiche. subissent, pour certaines. Voire les subissent, en effet. Est-ce que la personnalité de l'animal peut jouer sur ces émotions? Alors oui, parce que je dirais que le comportement global de l'animal, c'est, si on fait un pourcentage global, on va dire 30% de son tempérament, sa personnalité, et puis le reste c'est son environnement en fait. Donc c'est vraiment important. Donc c'est vous, c'est la cellule de vie, et c'est vous qui allez générer des émotions chez l'animal. Est-ce qu'un même événement, du quotidien ou pas, peut déclencher la même émotion, ou au contraire, ça peut déclencher une émotion différente? En fonction du contexte, de plein d'autres choses. Alors, le contexte, c'est vraiment le mot qu'il fallait employer. Bravo, Catherine. Merci. J'ai préparé, Olivier, faut pas croire. Hein. Parce qu'en effet, le chien comme le chat contextualise en fait toutes ces expériences, et on s'en sert d'ailleurs dans l'éducation. C'est chaque expérience, si vous voulez, c'est le principe de l'émotion. Elle a une fonction dite autobiographique, c'est-à-dire qu'elle enregistre l'événement et dans la mémoire, dans la nôtre aussi, et cet événement est ineffaçable d'une certaine façon. L'animal réagit par expérience, c'est-à-dire que si ça s'est bien passé une première fois, s'il l'a bien senti une première fois, la seconde fois, il n'y a pas de raison que ça soit différent pour lui. Exactement. Si enfant, vous n'avez pas peur des serpents, vous mettez la main et vous vous faites mordre, l'événement va être inscrit et la prochaine fois, chaque fois que vous verrez un serpent, vous allez réagir de façon très vive. Pour l'animal, c'est pareil. Et en effet, puisque c'est votre survie, ça ne doit pas s'effacer cet événement. Donc c'est toute la difficulté. Si vous faites vivre un événement trop stressant à un animal, il va le garder en mémoire. Alors l'idéal, c'est de ne pas le forcer à vivre cet événement. Il faut le préparer. Est-ce qu'on prépare un animal de la même manière si c'est un événement ponctuel ou un one shot comme on dit, ou alors si c'est un événement qui est amené à se répéter, comme par exemple les visites chez le vétérinaire qui se font très régulièrement? Alors c'est plus facile si on sait que l'événement va se répéter. Voilà. Maintenant, si c'est un one shot, en effet, dans ce cas-là, il faut, moi, je découpe l'événement et puis je vois quelle étape peut être reproduite plusieurs fois pour pouvoir le désensibiliser. Alors Olivier Lotte, on va en reparler justement dans quelques minutes. Vous êtes comportementaliste pour chiens, mais vous pouvez parler aussi des chats. Vous les aimez bien aussi les chats. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour continuer à parler des émotions de nos animaux. Concrètement, comment les aider à gérer et que faire pour que certains événements ne soient pas vécus comme un traumatisme. 05 49 60 20 20, 05 49 60 20 20, si vous voulez en parler avec nous sur France Bleu Poitou. Côté expert. Catherine Quicandon. Musique à présent avec James Blunt. France Bleu Poitou, côté expert. Notre vie est jalonnée de petits et grands événements. Nos animaux de compagnie les vivent avec nous, mais leurs émotions peuvent être décuplées. Olivier Lotte, comportementaliste, est avec nous ce matin pour en parler. Et nous avons également Ghislaine qui nous a appelé. Bonjour Ghislaine. Bonjour Catherine, bonjour Olivier. Ghislaine, vous nous appelez de Princet, vous avez un chien et vous avez besoin d'aide quand vous revenez à la maison. Expliquez-nous, voilà, Ghislaine. Moi j'ai un berger australien, il a 2 ans, là, il est bien éduqué, disons, mais quand on arrive, on a une grille, c'est fermé, il est tout fou, il sait pas se canaliser, puis j'arrive pas à le canaliser, c'est surtout ça. Il est content de rentrer à la maison, peut-être, Ghislaine. Il est content, mais si vous voulez, moi j'ai toujours une baguette de pain parce qu'on va chercher le pain. Il sait pas s'il doit aller
au roue de la voiture. Alors je lui lance des petits bouts de pain pour pas qu'il sorte s'il y avait une voiture ou une moto qui passait, quoi, voilà. Et en fait, il est tout fou. Il sait pas où aller. Alors, il doit aller à la voiture, s'il doit venir avec moi. Olivier, un petit conseil pour Ghislaine et pour nos autres auditeurs qui ont des chiens un petit peu foufou comme Ghislaine. Oui, après, voilà, il est foufou. Il est tout foufou. Olivier. Bonjour Ghislaine. Bonjour Olivier. Bon, visiblement votre chien ne gère pas ses émotions. Il est dépassé, donc on n'a pas fait travailler sa frustration quand il était petit. Mais souvent quand on a un chiot, le problème c'est qu'on est très content parce qu'il nous saute dessus et c'est adorable. Et puis quand il est adulte, c'est moins adorable. Mais le problème, vous voyez, vous étiez en train de dire que vous jetiez des petits bouts de pain quand vous arriviez. Vous êtes en train de renforcer son comportement. Donc il a toutes les raisons de faire la fête et de courir partout, puisque vous encouragez ce comportement. Donc il faudrait arrêter déjà ce comportement-là. Ouais. Voilà, Ghislaine, une première aide. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Comment il s'appelle votre loulou? Il s'appelle Rafale. Ah, Parce que c'est un chien qui est très vif. On fait un gros câlin à Rafale. On vous embrasse. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, moi, c'est qu'est-ce que je dois faire, Olivier? Alors justement, Olivier vous disait d'arrêter de lui donner des petits bouts de pain pour éviter de l'encourager. Ghislaine, si je peux me permettre, je sais que vous me suivez sur Facebook. Oui. Si vous voulez, vous contactez-moi en message privé et puis je vous aiderai par téléphone. Ah bon, d'accord. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Très belle journée, Ghislaine. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors justement, on parlait de la maison, Olivier. Il y a un événement dans notre vie à nous humains qui est très important et qui l'est aussi pour les animaux, c'est le déménagement. Comment ça se passe pour préparer notre animal, notre chien ou notre chat à un déménagement? Alors, préparer un chat, puisque vous vouliez qu'on parle chat, c'est compliqué. Ou chien, parce que je suis une maman chat, moi. Deux. Mais j'ai aussi des chats. C'est compliqué pour un chat parce que le chat est extrêmement territorial. Donc là, vous allez le déraciner. Ce qui est complètement différent pour un chien qui est prêt à tout vivre tant qu'il est avec son maître. Voilà. Donc si vous préparez un déménagement qui est un one shot, c'est un peu le cas parce qu'on déménage tous les 10 ans en moyenne, il va falloir non pas le préparer au déménagement, mais à toutes les étapes du déménagement. Typiquement, par exemple, rentrer le chat dans une boîte, par exemple. Pourquoi pas lui faire un petit tour en voiture pour qu'il comprenne ce qu'est la voiture, etc., etc. Et après, effectivement, il y a des méthodes pour ça. Combien de temps avant il faut se préparer? Une semaine, un mois, 6 mois? Moi, je le ferai au plus tôt. Déjà que le chat apprécie de rentrer dans sa boîte, donc ça veut dire l'inciter. Alors surtout ne jamais piéger l'animal. Mettez plutôt de la nourriture à l'entrée de la boîte. Laissez-le rentrer dans la boîte tout seul. Voilà. Essayez pas de refermer la boîte dès qu'il est rentré, parce que là vous l'avez leurré, ce qui est pas du tout la même chose. On l'a piégé, et c'est pas de la désensibilisation dans ce cas. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la maison avant de changer de maison. Est-ce qu'on peut faire des choses dans la nouvelle maison, l'organiser de telle manière à ce qu'il s'habitue le plus rapidement possible? Est-ce qu'on peut mettre des phéromones? On en parle aussi des fois. Alors effectivement, il y a des produits, des hormones de synthèse qui vont aider le chat ou le chien à s'apaiser. Mais pour un chat, par exemple, une fois que vous arrivez dans vos nouveaux locaux, laissez-le dans une petite pièce pour que très vite, il sente que cette pièce, c'est sa pièce, refuge. En général, le chat reste sous le lit pendant 3-4 jours. Et puis après, il explore petit à petit. Oui, exactement. Alors il va explorer d'autres pièces plus tard, mais au moins il sait que s'il y a un bruit violent, quelque chose qui lui fait peur, il a une pièce sécure. Une pièce sécure. Voilà. Pour lui, voilà. Donc pour un déménagement, il faut quand même s'y prendre, pas une semaine avant, mais bien quelques mois avant. À la maison déjà pour le préparer et aussi dans la nouvelle maison. Dernière question pour parler du déménagement, c'est pas vraiment un déménagement, mais le départ en vacances, si on part 3 semaines, 1 mois et qu'on emmène notre chien, notre chat, est-ce que c'est un peu le même principe ou pas? C'est complètement le même principe. Ça va être plus compliqué pour le chat parce que vous le déracinez uniquement pour 3 semaines. Donc idéalement, ça serait bien de se payer des petits week-ends et d'emmener le chat régulièrement pour qu'il prenne l'habitude de voyager en fait. Voilà. Ouais. Alors même si c'est plus compliqué pour le chat, vous venez de le dire, le chien aussi c'est pas facile, donc il faut aussi s'en préoccuper. Dans quelques minutes, nous allons parler des visites chez le vétérinaire, un événement qui normalement arrive au moins une fois par an pour le rappel des vaccins. Au moins pour les vaccins. Voilà, alors autant que ça se passe bien, 05 49 60 20 20 pour poser vos questions à Olivier Lotte, notre invité, ou donner votre truc et astuce sur France Bleu Poitou. Bah oui. France Bleu Poitou, côté expert. Les émotions de nos chiens et de nos chats font partie intégrante de leur personnalité. Parfois, ils stressent sans que l'on comprenne pourquoi. Cela peut être le cas lors des visites chez le vétérinaire, que ce soit une visite de contrôle ou pour un autre motif. Olivier Lotte, le vétérinaire, c'est un passage important dans la vie d'un animal. On va patienter quelques secondes pour en parler, parce qu'on va d'abord accueillir Cathy qui est avec nous. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour monsieur, bonjour. Je me permettais d'appeler parce que j'aurais voulu avoir des réponses, si c'est possible, sur une petite chatte que j'avais adoptée, que je n'ai plus malheureusement, qui avait de moi, où il y avait tous les éléments, qui pouvaient être que positifs pour moi. Accueil dans une grande maison, bien sûr, pas d'enfants, de jeunes enfants, du moins, pas d'autres chats. Et cette petite chatte, j'ai pu que la garder 3 semaines. Donc pour moi, ça a été un échec très cuisant, car en permanence, elle n'arrêtait pas de mordre et de griffer. Alors, est-ce que cette chatte a été sevrée correctement ? Non, elle n'a pas été sevrée, elle a été abandonnée dans la rue pendant 1 mois, elle a été récupérée sur 1 mois et demi dans la fourrière, dans des petits box, et c'est l'association qui l'a récupérée après. Olivier, ça peut expliquer le mauvais sevrage, le comportement de la chatte de Cathy ? Alors ça l'explique complètement, parce que un chat qui n'est pas sevré n'a pas été socialisé ou sociabilisé. C'est pas tout à fait le même mot, mais typiquement, Cathy, si je vous pince le bras, je sais que je vous fais mal uniquement si vous me le dites. C'est pareil pour le chat. Quand il griffe ses frères et sœurs, il prend une correction et c'est comme ça qu'il sait qu'il faut pas griffer et que ça fait mal. Voilà. Il n'a pas appris les interactions sociales, que ça soit avec un animal ou avec un humain. C'est exactement ça. C'est à ça que sert le sevrage. Alors après, vous l'avez gardé 3 semaines. En réalité, c'est pas suffisant pour faire une désensibilisation à l'humain, en l'occurrence. Et si vous l'aviez gardé plus longtemps et si vous aviez été accompagné, pour moi, la chose était réglable, mais avec du temps. Et Cathy, est-ce que vous avez repris un chat ou un chien après ? Alors non, parce que malheureusement j'ai eu 2 échecs cuisants là coup sur coup, et finalement je me suis posé des questions. J'avais acheté les phéromones, elle était de sous-traitement à base de plantes pour la déstresser. Élément déclencheur, c'est quand j'ai eu des invités de ma famille, du moins, elle s'est mise à attaquer derrière le cuir chevelu, et moi j'avais les mains couvertes de griffes, et voilà quoi. Alors j'avais jamais vu ça, bien sûr, comme si j'étais sur son territoire comme une menace, quoi. Voilà. Oui, évidemment. Alors peut-être que si vous avez envie de retenter l'expérience pour cette 3e fois, peut-être le mieux c'est de vous faire accompagner par un comportementaliste ou un vétérinaire. Merci beaucoup, Cathy, de nous avoir appelé de Châtellerault. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci. À vous, merci. Au revoir. Oui, comme on vient de le voir avec Cathy et Olivier Lotte, l'interaction sociale et sociable est très importante chez un animal. Ça va aussi avoir un impact sur ces échanges, que ça soit avec l'humain, le sien, ou un vétérinaire ou autre, ou avec d'autres espèces. On va en reparler dans quelques minutes. Comment faire pour que tout se passe bien dans le cas d'un chat ou d'un chien correctement sevré. On peut dire ça pour les deux. Vous restez avec nous. Appelez-nous si vous avez des questions ou si vous voulez témoigner. On en parle dans quelques instants avec Olivier Lotte, notre comportementaliste, qui est notre invité ce matin. C'est dans moins de 4 minutes, le temps d'écouter Cats and Trees sur France Bleu Poitou. 9h53. Olivier Lotte, comportementaliste canin, vous êtes avec nous ce matin pour parler des émotions de nos animaux. La visite chez le vétérinaire, c'est obligatoire. On le rappelle, chat, chien ou nac ou tout ce que vous voulez, au moins 1 fois par an pour le rappel des vaccins. Ça peut bien se passer ou mal se passer. Comment on fait pour préparer un chien ou un chat tous les ans ou tous les 6 mois ou plus fréquemment si jamais ils sont malades, pour que cette action, cet événement qui pour nous, nous on sait que ça va leur faire du bien d'aller chez le vétérinaire, mais eux pas forcément, donc ils peuvent être réfractaires à cette sortie. Alors le problème c'est que chez le vétérinaire il y a beaucoup de phéromones qui ont été lâchés par les chiens précédents ou les chats, qui sont souvent des phéromones de panique, hein. Donc l'animal sent ce type de marquage et ça le rassure pas. Donc idéalement faut se rapprocher du vétérinaire. En général, ils sont sympas, ils le sont tous, et demander si on peut amener l'animal pour rien, juste pour le faire peser, juste pour rester un petit peu dans la salle d'attente, pour que le chien ou le chat s'habitue et pour le coup vienne sans faire d'association négative avec une piqûre ou un autre soin qui serait douloureux, par exemple. Voilà, on va chez le vétérinaire, ça peut être sympa. On monte juste sur une balance où on se fait papouiller. D'ailleurs, ça aussi, c'est bien avant de donner l'habitude à son chat ou à son chien d'être un peu examiné, en tout cas touché dans tous les sens, pour pas que le vétérinaire soit attaqué lors de sa visite. C'est ça, mais il y a 2 choses. Il y a le lieu, donc il faut l'habituer au lieu en y allant souvent, et puis il y a aussi les manipulations, et ça vous pouvez le faire avec un éducateur qui est rompu aux méthodes de medical training, et puis il va habituer avec vous votre chien à se faire manipuler les oreilles, mettre des gouttes dans les oreilles, dans les yeux, ou ce genre de choses, de manière à ce que chez le vétérinaire, pour lui, ce soit pas complètement nouveau et paniquant. Oui, parce que le vétérinaire a l'habitude de manipuler des animaux,
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre chien ou votre chat ne connaît pas la personne en face. Alors après, si au bout de 15 ans, c'est toujours le même vétérinaire, bien sûr, mais au départ, il connaît pas la personne, pourquoi il lui ferait confiance? Alors qu'à vous, il fait confiance. Exactement, et puis il connaît pas non plus la seringue, ni le petit flacon, etc. Donc tout ça, il faut lui présenter avant, en fait. Est-ce qu'il faut laisser son chat ou son chien choisir son vétérinaire? J'entends par là, est-ce que si au bout de quelques visites, vous voyez que le courant passe pas avec le vétérinaire, malgré que ce soit un bon vétérinaire, est-ce qu'il faut pas se dire, allez, j'en teste un autre pour qu'il soit plus en confiance et que ça se passe mieux? Pourquoi pas, d'autant que souvent dans les cliniques, vous avez 2 ou 3 vétérinaires, ça vaut le coup de changer pour voir et puis d'essayer, mais après tout, oui, pourquoi pas. Pour qu'il soit plus apaisé. Oui. Alors, autre événement dans la vie d'un animal, très souvent, pas systématiquement, mais son propriétaire, comme il est content d'avoir un loulou, il a envie d'en avoir un deuxième. Alors, pas forcément la même race, on peut avoir un chien et on va avoir envie d'adopter un chat, mais aussi, ça peut être de la même race. Ça, pour nous, c'est source de joie, mais alors pas du tout pour l'animal. Alors surtout si vous ramenez un animal adulte. Donc idéalement c'est bien de ramener un chiot ou un chaton. Après pour un chat, effectivement il va falloir... Pourquoi? Pour qu'il puisse se prendre pour le papa ou la maman? Non, mais il y en aura un des deux qui sera... Dominé? Alors non, je n'irai pas dans cette voie-là, mais c'est surtout que le petit, du coup, n'est pas une menace pour le gros, et puis il va vite se rendre compte, grâce aux phéromones, que c'est un petit. Donc si c'est pas une menace, il y a peu de chances qu'il l'attaque. Et puis après, pour les chats, il va y avoir une défense de territoire, puisqu'on l'a dit, c'est très important. Pour les chiens, l'humain peut être considéré comme une ressource, et à ce moment-là, le chien peut aussi défendre sa ressource humaine et dire, tu t'approches pas de mon humain. Donc il y aura des choses à régler de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il faut faire un test avant d'adopter un autre animal? Alors, c'est compliqué avec un chat. Avec un chien, on peut le faire en extérieur, effectivement. Et en général, je préconise une rencontre en dehors de la maison, sur un terrain neutre. Est-ce que si on a un mâle, il faut adopter une femelle et inversement, ou est-ce qu'on peut adopter 2 mâles, 2 femelles? Non, pour moi, pas nécessairement. Encore une fois, je pense que c'est bien de prendre un petit si vous prenez un deuxième animal. Pour moi, c'est le gros critère. Mais ça marche avec un adulte malgré tout. Est-ce qu'il y a des races, que ce soit de chats ou de chiens, plus sociables que d'autres? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se renseigner par rapport à la race qu'on a déjà? Alors il y a peut-être des chiens qui seront un peu moins réactifs, c'est sûr. Oui, c'est des chiens qui vont plus facilement au contact et oui, il faut se renseigner sur les races en effet. Ça peut évidemment nous aider. Comment faire pour que notre premier animal ne se sente pas délaissé? Vous pouvez nous donner un petit conseil? Alors juste un conseil très court. Quand vous vous occupez du nouvel arrivant, donnez aussi des friandises à l'ancien pour qu'il fasse une association positive. Quand il y a ce nouveau chien ou ce nouveau chat, on s'occupe de moi et je gagne quelque chose. Voilà. Oui, vous avez raison, le ventre parle. Ouais. On obtient beaucoup de choses avec des friandises. Allez Olivier, il est déjà temps de faire un petit point sur notre échange. Ce qui est anodin pour nous, peut-être un événement pour notre animal. Prendre le temps de découper le changement qui se profile pour qu'il puisse s'adapter. La boîte, la voiture, la nouvelle maison, on ne fait pas tout d'un coup. Ne jamais forcer un animal pour son bien-être et pour le nôtre. Par ricochet. Merci Olivier Lotte, comportementaliste canin. Je vous souhaite une belle journée. Avec plaisir, merci Catherine. Demain, dans Côté Expert, à l'occasion de notre journée spéciale arbres et forêts, il sera question des haies. Florian Lévesque recevra Françoise Cyr, la directrice de l'association Prom Haies. Et puis à suivre, juste après les infos des 10h, Côté Saveur, avec Sonia Brunet. Elle recevra le chef Thierry Berthelot du restaurant Le Benjamin à Dissé. Encore une belle recette pour nous. Non, pardon. Non, je crois pas. Je me suis trompée. Oui, on va parler de vin aujourd'hui avec Stéphane Lehédé du Bateau Ivre. Mais Benjamin, c'est demain, le Benjamin à Dissé. Voilà, c'est ça. Vous savez tout? Oui.